Mesdames et messieurs, je remercie de son invitation le président Tebboune, avec qui je me suis entretenu longuement en présence de mon collègue ministre des Affaires étrangères, avec lequel j'ai eu une réunion très utile ce matin. J'ai tenu à honorer cette invitation dans les plus brefs délais, moins d'une semaine après l'appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune et leur communiqué conjoint. Nous avons vécu ces derniers mois une période de tension inédite qui ne sert pas les intérêts des Algériens ni ceux des Français. Nous avons certes des divergences, nous ne pouvons pas les occulter, mais les liens humains, historiques et culturels qui nous unissent, et je pense en particulier aux nombreuses familles franco-algériennes dont la vie se partage de part et d'autre de la Méditerranée, doivent nous conduire à reprendre le dialogue et à réinstaurer la coopération. Nos relations institutionnelles doivent être à la hauteur des relations humaines entre nos deux pays. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Elle souhaite retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans notre intérêt mutuel et retrouver toutes les voies de la coopération dans un souci d'efficacité et de résultats pour nos compatriotes. Avec le président Tebboune et le ministre Attaf, nous avons mis sur la table avec franchise l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupés ces derniers mois afin de décliner les principes posés par les présidents lors de leur entretien du 31 mars et de retrouver la dynamique et l'ambition fixées par les deux chefs d'État dans la déclaration d'Alger de 2022. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs. Nous revenons à la normale et pour reprendre les mots du président Tebboune, le rideau se lève d'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Dans le domaine de la coopération judiciaire, j'ai confirmé au président Tebboune la visite prochaine du garde des Sceaux. Elle s'accompagnera d'une reprise du dialogue judiciaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires, sur le dossier sensible des biens mal acquis. J'ai évoqué, mais le garde des Sceaux aura l'occasion de le préciser, l'invitation par les services en charge du parquet national financier à leurs homologues algériens de juridiction compétente à se rendre à Paris pour étudier tous les dossiers. Dans le champ des mobilités, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération migratoire, ce qui m'a été confirmé par le président Tebboune. Dans le détail, réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Le président Tebboune a indiqué qu'il était favorable à une rencontre prochaine entre les consuls algériens en France et les préfets. Nous allons maintenant l'organiser avec le ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis nous sommes convenus de travailler au contenu des accords qui régissent notre relation sur le plan des mobilités, sur le plan migratoire, et d'identifier les enrichissements nécessaires pour les rendre plus efficaces. J'en viens au sujet économique. J'ai eu l'occasion de rappeler les difficultés apparues ces derniers mois s'agissant du développement de nos échanges, en particulier dans les secteurs agroalimentaires, automobiles ou du transport maritime. Le président Tebboune m'a assuré de sa volonté de leur donner une nouvelle impulsion. Le président du MEDEF recevra son homologue algérien du CREA le 9 mai prochain. Et nous avons acté la tenue avant l'été d'une réunion du comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, qui permettra d'adresser tous ces sujets. Sur le plan mémoriel, les contacts ont repris entre les historiens
français et algérien de la commission mixte, je m'en suis assuré personnellement. Et le président Tebboune m'a confirmé que l'historien Benjamin Stora était invité à venir à Alger pour poursuivre le travail sur les restitutions d'objets culturels. Tout cela sera suivi à mon niveau et à celui de mon homologue. Nous actons la reprise du dialogue entre nos deux diplomaties et les secrétaires généraux de nos deux ministères se rencontreront dans les tout prochains jours. Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et au vu de son état de santé. La conclusion de cette visite, c'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. C'est l'objectif de ma présence aujourd'hui. Vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez le problème entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. C'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était... Ça, c'est mon avis d'homme politique. Je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité, c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut parler de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES? Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose pour nuire au Mali. Qu'est-ce que vous remarquez depuis quelques années? Depuis 2012, les Moujao, le premier mouvement terroriste, la plupart des gens qui l'animent, ils sont venus de la République du Sahraoui. Là, c'est sous la domination de l'Algérie. Les Moujao étaient composés essentiellement des Sahraouis. Donc on n'est pas naïf. Moi, j'analyse tout ce qui se passe au Mali. Il y a les discours lénifiants et ce qui se fait. Ensuite, quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, une fois dans une réunion internationale ici, quand je n'étais pas encore Premier ministre, moi j'ai apostrophé une dame qui porte toujours le drapeau de l'Azawad dans les réunions. Moi je lui ai dit, madame, vous êtes malien. Vous avez immigré en Algérie à la suite de la première rébellion. Mais en Algérie, là-bas, vous êtes un immigré, vous n'avez rien. Mais au Mali, ici, quand vous êtes revenu, on vous a pris comme un citoyen. Vous avez des marchés, vous êtes riche, vous roulez en véhicule 4x4, vous avez une villa à Bamako, vos enfants sont dans les grandes écoles, vous arborez le drapeau de l'Azawad. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça. Je dis donc, vous êtes malien, enlevez ce drapeau-là. Je sais qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue un fonds de commerce
pour certains intellectuels, pour certains militaires de la rébellion, pour certaines personnes. Et la rébellion, je vous assure, je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de la rébellion, si vous les comptez, il y a les Touaregs et les Arabes. Ce nombre de Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, ce nombre d'Arabes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont victimes des représailles, mais ils n'ont rien demandé à personne. Parce que toutes ces rébellions-là sont venues de l'extérieur, sont instrumentalisées de l'extérieur, sont soutenues de l'extérieur. Mais quand ils sont en difficulté, ils disent « ouais, nous sommes des Touaregs, des Arabes, c'est à cause de nous ». Ce n'est pas vrai. Au nord du Mali, pendant plus d'une décennie, l'ANICT, la banque d'investissement des régions du Nord, était dirigée par un Touareg. L'ADN, l'agent de développement du Nord, pendant plus de 20 ans, c'était dirigé par un Touareg. Qui peut dire qu'on les marginalise? Mais il y a un petit groupe de gens qui font du commerce de ça. Ils vivent de ça, ils ont leur famille, ils vivent bien, quand ils ont 1 million, ils donnent 100 000 francs aux gens, on les maintient dans la précarité, on dit que c'est des bonnes personnes, et on maintient les populations du Nord. Il est grand temps que les jeunes Arabes, les jeunes Touaregs, les jeunes Peuls, les jeunes comprennent que la rébellion ne sert personne. Maintenant, quand je dis ça à cette dame-là, en fait, c'est des messages qui étaient adressés à tous ceux qui animent la rébellion. Et j'ai dit aux étrangers, sortez de nos discussions, nous allons discuter entre nous frères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'armée malienne avait un projet de prendre Kidal, qu'est-ce que les services secrets français ont fait? Ils ont attaqué le bateau de Tombouctou, tué des centaines, des dizaines de Maliens. Et les mouvements armés ont endossé ce crime de terroriste-là. C'est à partir de ce jour, beaucoup de Maliens, c'est à partir de ce jour que nous avons considéré que ce sont des mouvements terroristes. Et nous avons déchiré l'accord qui a été signé à Alger, parce qu'on a compris qu'il y a une instrumentalisation en dessous. Ils se sont réfugiés dans les services secrets français d'abord, après ils se sont retrouvés en Algérie. Mais ils sont dans le sud de l'Algérie, plus les politiciens qui les ont rejoints là-bas, en train de préparer un coup contre le Mali. Quand il y a eu l'affaire de Tinzaouaten, vous avez écouté les discours des ministres algériens, qu'est-ce qu'ils ont à dire lorsque nous agissions sur notre territoire? Parce que, en réalité, ils ont donné la nationalité algérienne à tous les Maliens du Nord. Donc pour eux, c'est des citoyens. En réalité, c'est eux qui entretiennent les mouvements terroristes au Mali. Parce qu'ils ont des intérêts géostratégiques. Je vous ai parlé de l'histoire, c'est ça leur intérêt géostratégique. Ils vont conclure un accord, un partenariat sur la sécurité au Sahel. Mais la France n'est pas un pays africain. Qu'est-ce qu'elle vient faire un accord avec l'Algérie? L'Algérie et la France ne s'entendent, comme vous avez vu dans ces partenariats impies, que contre le Mali, contre l'AES, contre les pays du Sahel. On a oublié de les dénoncer. Les discours seulement des dirigeants algériens montrent clairement leur intention. On n'a pas besoin d'ailleurs de ces invectives que les uns et les autres se lancent. Donc, nous avons une analyse très claire. Moi, ce que je veux dire aux amis algériens, l'Algérie et le Mali, je le précise bien, sont des frères, pas seulement des amis. Et les frères, on ne les choisit pas. On peut choisir ses amis. Donc, le Mali et l'Algérie sont condamnés à être des partenaires. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, il y a un jeu malsain, géostratégique, où ils mettent la veste de la France pour venir nous menacer, nous baga, comme on dit en Bamana. Ça ne va pas marcher. Moi, je pense que l'Algérie a suffisamment de problèmes internes. Au sud de l'Algérie, il y a les mêmes situations des populations qui estiment qu'ils sont brimées. D'ailleurs, les Hogara et les autres, ils ne peuvent pas parler seulement, parce que là-bas, on ne parle pas de négociation avec les terroristes. Quand il y a eu les terroristes en Algérie, qui a négocié? Ils les ont matés d'abord. C'est lorsque le rapport des forces a changé qu'ils sont venus négocier. Et quand il y a eu, il y a quelques années, l'attaque d'une base de gaz là, mais le gouvernement algérien n'est pas rentré dans les négociations, ils ont tué tout le monde. Pourquoi ils sont là toujours à nous inoculer ce virus du défaitisme? Ah, il faut négocier alors que vous entretenez les terroristes en douce. Mais nous, notre gouvernement a pris ses responsabilités et vous avez écouté le discours du chef d'état-major de l'armée malienne, Diarra, que je félicite parce qu'il a donné clairement ce que les Maliens veulent. Nous n'accepterons plus d'être un vassal de quelqu'un. Et je dis aux camarades, aux frères algériens, nous ne pouvons pas quitter la tutelle de la France, la vassalisation de la France, pour être
des vassaux de l'Algérie ou d'un autre pays. Même s'ils font des partenariats avec les Français contre nous, ce partenariat n'a pas d'avenir. Il faut venir avec nos frères, nous parlons ensemble de la situation au nord, comment on doit faire pour ramener la paix. Les populations du nord, personne n'a jamais dit qu'ils ne sont pas maliennes. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est diviser notre pays ou créer ce faux problème ethnique dans notre pays, les Touaregs, les Arabes, alors que ça ne profite qu'à certaines personnes. Dans le sud de l'Algérie, comme je l'ai dit, nous on ne se mêle pas de leurs affaires, mais nous savons ce qui se passe là-bas. Maintenant, ils essaient de les relations entre les Hogars et les Ifogas, que c'est des amis. Mais il y a 60 ans, c'était le contraire. Je crois que vraiment, au-delà de tout ce brouhaha politique qu'il y a, l'Algérie et le Mali doivent revenir à la raison. Disons l'Algérie. Parce que nous ne provoquons personne. Et regardez seulement nos relations. Pourquoi je vous ai parlé d'histoire. Je vous parlais de géostratégie. Maintenant, je vous parle de géopolitique un peu. Lorsque dans les années 80, à cause de l'affaire du Sahara occidental, le Maroc a quitté l'Union africaine, l'OIA, parce que tous les Africains se sont mis contre. Est-ce que vous savez que le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec tous les pays africains, sauf le Mali? Beaucoup ont dit, mais pourquoi? Le président, le roi du Maroc, le roi Hassan II, il a fait de la géopolitique avec des racines historiques. Il a dit que les relations avec le Mali ne sont pas les mêmes qu'avec les autres pays. Il sait que dans l'histoire, nous étions liés par les racines. Et il n'a pas rompu les relations avec le Mali. On a continué comme si de rien n'était. Le gouvernement malien aussi, dirigé par le président Moussa Traoré, a dit qu'on a des principes intangibles dans notre politique, depuis le président Modibo Keïta. Nous soutenons toujours les mouvements de libération nationale. Et nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'un pays occupe un autre. Ça, c'était il y a plusieurs décennies. Ces relations ont continué jusqu'à ce qu'elles se soient normalisées. Mais aujourd'hui, beaucoup s'étonnent. Le Maroc n'est jamais rentré dans l'invective contre le Mali. Il faut que les Algériens comprennent. Les invectives, les complots contre le Mali, le Niger, ça ne leur apportera rien sur le long terme. Les Français veulent juste les utiliser dans leur combat contre nos gouvernements. Il ne faut pas que l'Algérie rentre dans ça. Ils ont suffisamment de problèmes et leur avenir, c'est en Afrique et non dans des alliances bidons avec des hommes politiques à mal de popularité qui sont rejetés dans leur pays mais qui viennent chez eux pour avoir une crédibilité et se faire accepter dans leur population. Il faut qu'ils sortent de ça. Ensuite, les pays du Sahel aujourd'hui, nous sommes des frères, c'est ce qu'on a compris. Le Mali, le Burkina et le Niger, nous sommes des frères. Nous sommes ensemble. Le jeu de prendre des blocs pétroliers dans les pays et les garder pour plusieurs décennies, ils l'ont fait au Niger aussi. Le gouvernement nigérien, avec une vigilance que je salue, leur a donné un délai, il les exploite ou il annule. Le Mali est en train d'encore d'hésiter, le gouvernement nigérien, lui, l'a tranché. Je félicite nos gouvernements d'avoir agi ensemble. Vous savez que depuis le 11 juillet, malgré toutes les attaques contre ma personne, j'avais dit ici qu'il faut qu'on travaille désormais en mode 3D. On a les défenses communes, aujourd'hui c'est réglé, les diplomaties communes et les questions économiques de développement commun. En ce moment, beaucoup se sont mis à m'insulter au Mali, y compris des gens qui disaient qu'ils soutenaient la transition. Aujourd'hui, la vérité s'est imposée, Dieu merci. C'est pour cela que quand on est sûr de la vérité, là, il ne faut pas changer suivant la météo. Le temps va nous donner raison. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Il faut que le gouvernement algérien revienne à des fondamentaux géographiques, historiques. Le Mali et l'Algérie ne peuvent pas rentrer dans des conflits. C'est comme des frères qui se bagarrent. Je pense qu'ils doivent discuter avec l'État malien et parler à ces mouvements terroristes. Il faut sortir du terrorisme. Les Algériens pensent que tant qu'il y a le terrorisme dans le nord du Mali, ils vont avoir la paix chez eux. C'est un peu ça la théorie. Tout ce qui ne va pas, on les pousse parce que les premiers mouvements terroristes, si vous vous appelez, c'est ceux qui ont été coincés dans le sud de l'Algérie, on les a poussés dans le nord du Mali. Il faut qu'ils quittent cette logique-là, leur propre situation. Et il en est ainsi du dossier Peul aujourd'hui. J'ai expliqué que les Peuls, ça je l'ai dit depuis
devant le président de l'association Tabital Poulakou. Les Peuls ont certaines caractéristiques qui font qu'ils constituent une proie pour le colonisateur. D'abord, c'est un peuple très fier, réfractaire à la suggestion. Et les peuples font partie des groupes ethniques qui ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Donc ils savent que quand les peuples se révoltent, c'est difficile de les maîtriser. Donc quand vous les mettez dans une lutte, dans votre lutte, ça vous fait des combattants à moindre prix. Donc qu'est-ce qu'ils font? On révolte les peuples, on les met dans le combat contre les États. Ça facilite. Parce que les peuples ont cette autre caractéristique, ils sont très répandus. De l'Afrique centrale jusqu'à l'ouest. Au Mali, vous ne pouvez pas trouver une famille où il n'y a pas de peuples. J'ai donné l'exemple au Mali, je ne reviens pas sur tout ça. La plupart des dirigeants politiques, ils ont dit sans peuples. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il y a une armée qui combat les peuples. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le colonisateur a utilisé la question peuples pour instrumentaliser les gens. Et il y a des politiques qui tombent là-dedans. J'ai donné le cas d'un pays africain ici, dans la lutte contre ses opposants politiques qui étaient majoritairement des peuples. Il a commis l'erreur de stigmatiser tous les peuples. Et les gens lui en ont gardé la rancune. Le jour où il est mort, je vous ai dit qu'il y a des peuples qui ont dansé. Donc c'est la même chose ici. Vous regardez par exemple les présidents de certains pays voisins, des pays africains qui sont d'origine peul. Mais ils sont tombés dans le piège. Le président français est allé jusque dans un pays africain pour dire, oui, il y a une guerre contre les Peuls. Une guerre ethnique, une épuration ethnique. Or, ce monsieur a dit sa décision parce qu'il a mis la main sur ce qui s'est fait mal. Or, c'est eux qui instrumentalisent ça. Je vous dis que les terroristes comprennent, quand on les interroge, certains n'ont rien à voir avec les terroristes sur le plan doctrinaire ou idéologique. C'est parce que dans cette lutte-là, certains on a éliminé leurs parents, d'autres sont devenus pauvres, certains veulent se venger, d'autres veulent se marier, ils n'en ont pas, d'autres sont victimes d'un délai de faciès. Au Mali, par exemple, quand vous vous rappelez, dans les années 2015, 2016, les premières victimes du terrorisme, c'était les Peuls, les chefs traditionnels, les marabouts, on les tuait. Les premiers grands mouvements des Peuls et des Dogons, c'était en 2015, 2016, ils ont été jusqu'au Burkina. Tabita, Irganda et Guina Dogon sont allés chez eux au Burkina pour les écouter. Et ils sont revenus, ils ont rendu compte à l'État. Au lieu de prendre ses responsabilités, on est allé investir dans des milices. Quand un État se met derrière les milices, ses dirigeants ont failli. Et l'engrenage est venu comme ça. Et vous savez, quand le sang coule une fois, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont tomber sur des hameaux Peuls, sur des hameaux Dogon, ils tuent les gens, ils brûlent leurs hameaux, ils courent pour aller se faire semblant de se réfugier chez les Peuls. Les Dogons aussi vont, ils tombent sur les Peuls. Les Peuls viennent tomber sur eux, et puis ça devient un engrenage qu'on ne peut plus arrêter maintenant. Donc j'ai dit au cadre Peuls, il faut avoir la tête froide. Ne rentrez pas dans ce jeu. Il y a des jeunes, quand on tue effectivement, quand on tue votre parent, votre frère, on vous dit, quelqu'un va vous chuchoter à l'oreille que c'est pour des raisons ethniques. Vous rentrez dans la lutte. Moi, j'ai des parents qui sont venus me dire qu'on a enlevé leurs proches. Je leur ai posé une série de questions. J'ai dit dans votre zone comment ils vivaient. Après la série de questions que j'ai posées, ils ont laissé tomber les revendications. Parce qu'eux-mêmes, des choses se faisaient chez eux qu'ils ne comprenaient pas. Et ils n'ont retenu que le fait qu'il est Peul. J'ai dit de faire attention. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'aujourd'hui, ils ont contaminé pratiquement une bonne partie de la classe politique Peul, de la classe purement sociale. Les marabouts, les religieux, les intellectuels, tout le monde est contaminé. Et ça, c'est le jeu des colonisateurs. Et ils ont toujours fait comme ça. Diviser pour régner, chercher des traîtres. Vous savez, quand ils viennent dans les États, quand vous regardez l'histoire, ou même plus récemment, quand ils partaient en Libye, j'ai lu un livre, ils disent que quand ils sont venus, dès 2010, ils ont cherché d'abord des traîtres. Des gens qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent, pour les postes ou pour la notoriété. Dès qu'ils les ont eus, c'est avec eux qu'ils ont commencé à travailler. Mais c'est la même technique. Sinon, qui peut m'accuser, moi,
de faire un discours anti-Peul, un discours anti n'importe quel groupe ethnique. Parce que ma conviction philosophiquement, c'est qu'un dirigeant qui se met contre un groupe ethnique, soit-il minoritaire, il ne peut plus diriger, il est disqualifié. À plus forte raison quand vous-même vous êtes de ce groupe ethnique. Moi, je voudrais que mes frères Peul, ils comprennent. On est en train de les utiliser, d'utiliser leurs sentiments. Et effectivement, il y a des réactions qui font révolter. Chaque fois que je discute avec certains cadres, souvent les discussions aboutissent bien, d'autres se fâchent. Bon, il faut en tenir compte, ça c'est des états d'âme qu'il faut gérer avant. Mais moi je fais confiance à l'intelligentsia Peul, au cadre Peul et aux populations Peul qui sont l'une des plus instruites. Parce que certains pensent qu'être instruit c'est parler français. L'islam là, les plus grands érudits dans notre pays, ce sont des Peul. Donc je fais confiance à leur analyse. Maintenant les réactions qu'il y a là, il faut savoir les lire et les comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, je voudrais honnêtement, je reviens sur plusieurs fois dans mes discours, qu'on soit enfin vigilant. Ça fait plus de 100 ans qu'on est dans le même système. On vient nous opposer. Quand je suis contre toi, j'oublie que tu diriges un pays. Aujourd'hui, par exemple, à cause de mécontentement d'une partie de la classe politique, il y en a qui souhaitent même que ça s'embrase. Les pays qui sont contre nous essaient toujours d'avoir des gens dans nos pays sur qui s'appuyer. Vous êtes mécontent politiquement, pour telle raison, on vous appelle, on vous chuchote à l'oreille. Ah, c'est toi qui es le meilleur. Si les choses se passent, c'est toi qui vas devenir chef. Et c'est comme ça qu'on a tous les Africains. Et donc, le mécontentement politique qui est réel, qui a des raisons, est récupéré aujourd'hui pour organiser des groupes contre l'État. Même les pays voisins sont là-dedans. Je vous dis que les terroristes, lorsque nous avons disqualifiés, ils se sont retrouvés en Algérie. Et là-bas aussi, il y a des Maliens qui les ont rejoints. On ne peut pas continuer cela. J'appelle donc tout le monde à l'union sacrée pour sauver notre pays. C'est la chose la plus... La France et l'Algérie de base ne s'entendent pas. Mais vous venez d'écouter ici le ministre des Affaires étrangères de la France. Vous avez écouté aussi l'ancien Premier ministre malien. Le ministre des Affaires étrangères de la France, nous informe qu'il est parti rencontrer le président Tebboune et que les deux ont décidé de trouver de nouvelles stratégies pour le Sahel. Et quand ils se concertent, quand ils font des réunions, ils n'invitent pas les États du Sahel. Je suis étonné. Vous faites des réunions concernant le Sahel et vous n'invitez pas les États du Sahel. La France et l'Algérie ne s'entendent jamais, sauf quand il s'agit du Sahel. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les richesses de l'Algérie sont puisées dans le Sahara. Dans le désert du Sahel, c'est là-bas où ils puisent toutes les richesses. Et c'est pourquoi ils sont les pères fondateurs des terreaux. Oui, ce sont les Algériens qui sont les pères fondateurs, ceux même qui protègent les terreaux, ceux même qui les gardent en bonne et due forme, ceux même qui font tout pour qu'on n'attrape pas les hautes personnalités des terreaux, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, ils sont en train de se mettre en featuring avec la France parce que l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Ou alors, comme la France est ennemie avec le Mali et que l'Algérie également est aujourd'hui ennemie avec les États du Sahel, même pas seulement le Mali, la France est ennemie avec les États du Sahel, l'Algérie est ennemie avec les États du Sahel. Donc pour eux, c'est une meilleure situation. Malgré qu'eux aussi soient des ennemis sur bien d'autres problèmes, sur le problème du Sahel, ils ont décidé de s'accorder. Mais pourquoi ils s'accordent? Ils s'accordent parce que ce terrain est extrêmement riche, c'est extrêmement juteux, que la France et l'Algérie préfèrent même s'accorder juste pour ça. Parce qu'ils se disent, si on reste divisé, on perdra plus gros que si on se fait la paix. Aujourd'hui, ils sont donc d'accord pour faire la paix sur ce point spécial. Mais ils n'invitent pas les États du Sahel à la table de la discussion. Mais il faut savoir un truc. L'Algérie pense que les États du Sahel ne peuvent pas perdre. Hein? Dans cette guerre farouche qui oppose l'AES à l'Algérie en featuring avec la France, les États du Sahel ne peuvent pas perdre. Si le Mali tombe, l'Algérie tombe. Si le Niger tombe, l'Algérie tombe. Si le Burkina tombe, de toutes les façons, l'Algérie tombera.
Les Algériens vont tomber. Ça, c'est aussi simple que ça. Les Algériens ne doivent pas croire à un moment donné qu'eux ne vont pas tomber si les États du Sahel tombent. Vous aussi, vous allez tomber. Aucune guerre aujourd'hui dans notre monde ne peut sortir avec un ultime vainqueur. Même la Russie qui est aujourd'hui face à l'Ukraine, si l'Ukraine décidait réellement de faire la guerre au même rang que la Russie aussi aurait des pertes. Même si les Russes sont plus puissants, ils peuvent éteindre l'Ukraine en un claquement de doigts, mais eux aussi auront des pertes en vies humaines. Donc oui, peut-être les pertes ne seront pas aussi graves que ceux de l'Ukraine, mais il y aura des pertes quand même. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et voilà donc ce qui vous prouve que ces présidents qui sont dans l'AES aujourd'hui doivent prendre leur temps pour mener un bon travail. Parce que les ennemis sont nombreux. Et les ennemis sont même prêts à faire les featuring avec des démons pour venir déstabiliser les États du Sahel. Aujourd'hui, on sait très bien que ce sont les richesses des sols du Sahel qui les intéressent. Ce n'est pas le peuple sahélien. Et seuls les Sahéliens eux-mêmes peuvent se protéger. Ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas la France. La France et l'Algérie peuvent faire tout leur featuring. Je sais qu'il y a des peuples du Sahel qui ont formé une confédération et vous allez voir ce que ça fait. Non, c'est le peuple noir, c'est le peuple africain. Nous ne sommes plus en 1960, nous sommes en 2025. Et vous ne connaissez pas ces gars qui dirigent l'État du Sahel aujourd'hui. Ils sont déterminés, et puis ils sont debout, et puis ils sont là. L'Algérie sera la première victime. La France, c'est un pays qui est en Europe. Ils sont loin. Ça veut dire que quand vous serez déstabilisé, la France est loin. Eux, ils sont protégés. Mais ce sont les Algériens qui vont payer cher aussi. Et pour moi, c'est ça. Il faut la réciprocité la plus totale. Un tir de canon, il faut réagir avec un tir de canon. Il faut arrêter de trop bavarder avec ce genre d'État. C'est ce que moi je reproche aujourd'hui au président Tshisekedi du Congo. Parce qu'il est là-bas, il pleure toujours, il parle de Jésus et tout et tout. On tue tes populations, on l'aime maltraite, on l'aime marginalise. Et toi, tu es là toujours pour faire des longs discours sans réagir. Vous êtes président pourquoi? À un moment donné, il faut frapper le poing sur la table. Et c'est ça que moi je demande aujourd'hui aux États du Sahel de ne pas se laisser marcher dessus. Et je leur fais confiance pour ça.